Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Frontal. Le moins que l'on puisse dire sur le ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi, est qu'il ne laisse personne indifférent. On peut le soutenir, on peut l'accabler, mais l'homme avance à sa manière, souvent provocatrice, et il faut bien reconnaître que le secteur de la justice requiert parfois ce caractère et du caractère. Pour faire bouger les choses, il faut en effet être actif et entreprenant, et il arrive parfois que ça dérape. Pour autant, et bien qu'il ait fait l'économie de certaines dispositions tendant à la moralisation de la vie publique, le gouvernement Akhnouch et son ministre Wahbi ont fait avancer la législation en adoptant un nouveau code de procédure civile, un nouveau code de procédure pénale et en introduisant les très attendues peines alternatives. Mais il semblerait qu'il y ait une certaine difficulté à s'adapter aux nouvelles conditions de la vie sociale au Maroc avec l'arrivée des technologies de l'information, des réseaux sociaux et des nombreux et inévitables excès que cela induit. Il y a également, et selon toute évidence, une autre difficulté à faire adopter le nouveau code de la famille, des dissensions semblant se produire transversalement, aussi bien au niveau de la majorité que de l'opposition. Il reste donc du pain sur la planche. Et avec nos invités, nous tenterons de clarifier les choses sur ce qui a été fait, sur ce qu'il reste à faire et sur ce qu'il ne faudrait pas faire ou surtout pas faire. Et avec nous pour en débattre, deux professionnels de la justice, connaisseurs et aguerris. Vous imaginez bien, Maître Brahim Rachidi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est Aziz. Merci, vous êtes avocat universitaire. Maître Mohamed El-Khouer. Bonsoir, c'est Aziz. Merci. Bonsoir, maître. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat. Avant de commencer, nous vous proposons donc le sujet de la rédaction qu'on commentera juste après, avant d'entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. L'indépendance de la justice au Maroc est inscrite dans la Constitution qui affirme clairement que le pouvoir judiciaire est séparé des pouvoirs législatifs et exécutifs. Cette indépendance est garantie à deux niveaux, individuellement pour les magistrats et institutionnellement à travers le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ce conseil vient de publier son rapport 2024 dans lequel il met en avant plusieurs éléments, la performance des tribunaux, la réactivité des décisions rendues aux citoyens et la consolidation d'une justice moderne, intègre et respectueuse des droits humains. Mais une question demeure, les justiciables se sentent-ils réellement protégés par l'institution judiciaire ? Le troisième pouvoir peut-il créer un climat de confiance ? Oui, sans doute, mais cela demande du temps, des ajustements et parfois des réformes profondes. L'actuelle mandature législative a d'ailleurs modifié de nombreuses lois et procédures, souvent dans un climat tendu, marqué par la personnalité du ministre de la Justice, Abdelatif Wahbi. Sur le plan interne, le Conseil se félicite des avancées de l'année 2024, stratégie d'écoute, transparence et record d'efficacité judiciaire, avec un taux de traitement de 103%, le plus élevé jamais atteint. Il affirme aussi avoir pris en compte les propositions du Club des magistrats pour renforcer l'indépendance de la magistrature, la moralité de l'appareil judiciaire et les garanties statutaires des juges. Cependant, beaucoup reste encore à faire. La question des détentions préventives demeure sensible. Sur plus de 80 000 détenus, 45% sont encore en attente de jugement, ce qui laisse craindre des abus. Les condamnations sévères contre certains internautes et les limites imposées par le Code de procédure pénale alimentent également le débat. Et tout récemment, le ministre Wahbi a annoncé l'arrivée prochaine au Parlement d'un nouveau texte pénal pour sanctionner la violence et le chantage numérique via les réseaux sociaux, estimant que ces plateformes ont envahi nos vies et que la situation a franchi toutes les limites. Alors, justice indépendante et efficace ou justice encore en devenir ? La réponse reste complexe tant les avis sont divergents. Retour plateau. Maître Rachidi, votre réaction au sujet préparé par notre rédaction ? La présentation faite par votre collègue est judicieuse, mais il y a, en ce qui concerne la production judiciaire, il y a des textes qui ont été adoptés, bien, très bien, mais il y a un texte qui dans les rangs chez le gouvernement depuis 2 ans, c'est le code pénal. On a réformé le code de procédure civile, comme vous l'avez dit, le code de procédure pénale. La seule remarque que j'ai, c'est que le gouvernement a eu le courage de présenter, d'envoyer le code de procédure civile devant la Cour constitutionnelle qui a infirmé un certain nombre d'articles. Il l'a pas fait pour le code de procédure pénale. Et pour le code de procédure pénale qui touche les libertés individuelles, cela n'a pas été fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un article 3 qui pose problème et qui réduit
la compétence, pour moi, qui réduit la compétence du parquet, du procureur, parce qu'aujourd'hui, le procureur, en matière de corruption, ne peut intervenir qu'en cas de flagrant délit. Mais sinon, on doit passer par la procédure qui était initiée dans le Code de procédure pénale, qui rentre en application la semaine prochaine. Et vous êtes obligé de soit ça émane de la Cour des comptes, soit de l'inspection générale de l'Intérieur, de l'inspection générale des Finances. Un organisme institutionnel, constitutionnel. Et pour ce qui est de la production judiciaire, c'est vrai, les magistrats font beaucoup d'efforts. Mais si vous venez voir un peu dans les salles d'audience, le nombre de dossiers que traitent les magistrats, c'est incroyable. Hier, j'étais ici à une salle de la cour d'appel de Rabat. Le magistrat, la cour avait plus de 300 dossiers. Les moyens, les magistrats manquent, aussi bien les magistrats du siège que les magistrats du parquet. Les fonctionnaires manquent, aussi bien de greffe et les tribunaux vraiment travaillent dans des conditions lamentables, je peux le dire. Il faut absolument qu'il y ait un effort pour que l'on puisse produire une justice équitable, qui est rapide. Il faut absolument mettre les moyens à leur disposition. Et qui ne bâcle pas. Aujourd'hui, les magistrats et les fonctionnaires font des efforts colossaux pour produire. Vous savez que à Casablanca, vous avez à peu près 40 à 45% des affaires de tout le Maroc qui se passent. Et les moyens sont dérisoires. Alors, on attend sa réaction. Vous reprenez tout à l'heure Maître Rachizi. Maître Olkhouer, votre réaction au sujet. Si on entend Maître Rachizi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais des choses très importantes aussi n'ont pas été faites, comme le code pénal, ou comme donner des moyens, un peu plus de moyens. Parce que quand on entend 300 dossiers en une seule séance... En une demi-journée. En une demi-journée, il y a un risque, pas de justice expéditive, mais de justice bâclée. Oui, il y a de toute façon un problème de fond. Ça a été évoqué de manière très précise par mon confrère sur la question effectivement des moyens, du nombre de magistrats, du nombre de fonctionnaires, des outils, puisqu'on a aussi quand même très peu avancé sur cette réforme digitale et sur cette digitalisation de la justice qui était quand même un élément essentiel, qui est prévu depuis cette charte de 2014. On a des orientations royales très claires qui ont été posées dès le 20 août 2009. Ça fait 16 ans. Et à l'issue de ces 16 années, c'est là qu'on voit effectivement les premiers textes. Mais si du travail a été fait, on peut effectivement que se féliciter que ce code de procédure civile, avec les limites qu'on connaît, et ce code de procédure pénale, avec aussi les limites qu'on lui connaît, ont été élaborés et puis sortis. Il nous manque quand même effectivement ce code pénal, qui est un élément essentiel. On vit toujours sur un code pénal qui a plusieurs décennies et qui donc n'est plus véritablement en phase avec l'évolution de notre société. On a pour moi un élément fondamental dans notre sphère judiciaire qui fait toujours défaut, c'est cette loi organique sur l'exception d'inconstitutionnalité, qui est quand même prévue par la Constitution de 2011 et qui aurait dû être votée dans le cadre de la première législature. Là, on est à la 4e législature et ce texte n'est toujours pas là, alors qu'il va avoir un impact fondamental sur la pyramide judiciaire. Ensuite, s'agissant des moyens, effectivement, le constat est implacable. Il est bon d'avoir des textes, mais il est bon aussi que les moyens, les processus et les procédures soient mis en œuvre. Donc ça, c'est globalement le budget qu'on consacre à la justice. Alors, un des choix qui me semble a été fait justement pour restreindre, ou en tout cas faire face à la pénurie de moyens, c'est de libéraliser. Parce que la logique globale, et ce loi sur les peines alternatives est un peu dans cette logique de libéralisation. On attendait un code pénal qui devait aller dans cette logique-là. On a ces débats sur les chèques sans provision. Est-ce que systématiquement, est-ce qu'il faut des peines de prison? Il y a aussi ce chantier qui a été ouvert. Mais la difficulté, c'est qu'on a l'impression, globalement, qu'on est en train d'essayer de remplir le tonneau des Danaïdes. Puisque d'un côté, on met quelques mesures plus libérales pour réduire l'encombrement carcéral, mais de l'autre, on sort de nouveaux textes avec un nouveau des peines d'emprisonnement, et puis avec le cœur du réacteur, la matrice essentielle, qui est le code pénal, qui lui reste aujourd'hui en l'état. Alors le code pénal, le problème c'est que... Le projet est disponible, mais il y a des dissensions au sein de l'équipe gouvernementale pour le code pénal. Parce donc c'est au niveau même de la majorité qu'il y a deux doctrines différentes. C'est ça que vous dites, Maître Rachizi. Vous parlez de la majorité, je ne sais pas. Oui, c'est les homogènes ou non, c'est une autre question. Mais pour le code pénal, parce que le code pénal doit prendre en considération le progrès énorme apporté par la Constitution de 2011, qui a consacré la justice, le pouvoir judiciaire, comme pouvoir judiciaire, l'autorité comme pouvoir judiciaire. Présider le Conseil supérieur de
du pouvoir judiciaire Par le chef de présidé par l'État. Sa Majesté. Sa Majesté, tout à fait. Et puis, Sa Majesté, la Constitution, dans son article 57, c'est Sa Majesté qui nomme par d'ailleurs les magistrats sur proposition du Alors, je reste avec Conseil vous justement, puisque vous parlez des magistrats, et qu'il y a une grosse question qui se pose et qui a été traitée ou solutionnée au niveau de la Constitution sur l'indépendance des juges et toutes les garanties qu'il y a autour. Vous avez dit qu'on est à la quatrième, enfin on est à la fin de la troisième mandature, mais on est quand même à 15 ans de la promulgation, de l'adoption de cette Constitution. Quelle est, selon vous, la situation en matière d'indépendance des juges? Est-ce que les garanties ont été données aux magistrats? Est-ce que les magistrats s'y tiennent? Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, des rumeurs, des soupçons, peut-être pas toujours fondés, mais peut-être parfois fondés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a eu du nouveau? Moi, je ne fais pas attention aux rumeurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Constitution marocaine. Quand elles sont rapportées la Constitution par marocaine garantit l'indépendance de la justice, du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Elle en fait même un pouvoir. Maintenant, les textes de la Constitution de 2011 garantissent l'indépendance du juge. Surtout, il y a un article dans la Constitution qui dit que le juge est protégé, et même au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pour permettre aux magistrats qui auraient fait objet d'intervention pour aller dans ce sens. Et il y a une commission au sein du pouvoir judiciaire qui traite de ces questions. Et c'est pénal. Quand quelqu'un intervient dans l'orientation, c'est pénal. Aujourd'hui, le problème qui est posé, il faut que les magistrats soient indépendants. La justice, la Constitution donne l'indépendance, protège l'indépendance. Mais le magistrat lui-même doit être indépendant. C'est ça la question. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a la conscience professionnelle, il y a... C'est-à-dire que lui, il intègre déjà la notion d'indépendance. Absolument, il faut qu'il l'intègre lui-même parce qu'il est protégé par la Constitution, par la loi. Très bien. Et personne ne peut lui donner des instructions orales. Même pour le parquet, qui dépend du président du parquet, procureur général de la Cour de cassation, les instructions doivent être écrites. On ne peut même plus faire des instructions par téléphone. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, si je peux exprimer autrement ce que dit Maître Rachidi, c'est que cette commission ou cette instance de protection de l'indépendance des juges, des magistrats, doit être finalement au chômage à partir du moment où les juges sont eux-mêmes convaincus que toute personne qui voudrait créer une pression sur un juge réfléchisse par 3 fois, par 4 fois avant d'y aller. En fait, c'est ça qu'il veut dire. Comment vous voyez, Yak Assidi? C'est ce que vous voulez dire. Oui. Et vous L'idée, c'est que les garanties sont là. Enfin, incontestablement, on ne peut pas dire aujourd'hui que les magistrats au niveau du royaume, au plan de l'indépendance et des modalités ou des garanties de leur indépendance, souffrent d'une difficulté quelconque ou d'un problème quelconque. La difficulté essentielle, c'est effectivement l'articulation avec le monde extérieur, et c'est très difficile pour un magistrat, puisque vous êtes magistrat, vous êtes dans une salle d'audience, vous êtes dans votre bureau, vous devez étudier des dossiers, et vous devez normalement n'avoir de l'information sur les dossiers que de manière contradictoire, donc toujours en présence des deux parties. Et on a effectivement un certain nombre de phénomènes. Dans un certain nombre de pays, c'est tout à fait interdit. Vous ne pourrez jamais aller voir un magistrat en charge d'un dossier tout seul. Le magistrat vous dira « Ok, vous êtes là, très bien, venez avec l'avocat de la partie adverse. Et on peut parler du dossier, mais je ne vous reçois pas seul. » C'est une pratique qui n'existe pas au niveau du royaume. On n'a pas cette logique-là. Le logiciel est un peu différent. Mais dans un certain nombre d'États, c'est inimaginable qu'un magistrat puisse parler d'un dossier, même si c'est purement formel. Peut-être pour se faire son intime conviction, si Mohamed, non? Non, c'est la question du contradictoire. Non, le contradictoire aura lieu à un moment ou à un autre, mais peut-être, moi, je vous reçois, puis je le reçois, puis j'écoute. Non, mais s'il y a des moments sans contradictoire, c'est problématique, et parce que vous avez reçu quelqu'un, mais vous ne savez pas si vous recevrez l'autre, puisque c'est des visites spontanées qui sont effectuées par l'une ou l'autre des parties, l'un ou l'autre des conseils. Et cette difficulté-là, c'est, à mon avis... Je ne sais pas si c'est la bonne solution ou pas, mais cette question de l'accession, on a des magistrats qui, de ce point de vue-là, à mon avis, sont insuffisamment protégés parce que l'accès à ces magistrats est très, très libre. On peut entrer dans un bureau, dans une salle d'audience, sans grande restriction, n'importe quel particulier peut y aller. C'est peut-être ça aussi, cette difficulté. Là, je ne peux pas être d'accord avec mon confrère. J'attendais une réaction. Parce qu'au contraire, nous avons des magistrats qui sont très bien formés, qui sont consciencieux de leur travail. Il peut rencontrer un avocat
C'est un dialogue. L'avocat, ça ne veut pas dire lui dire vous allez juger pour moi. Mais pour lui poser des questions sur l'article 109 de la Constitution, par exemple, qui parle de la présomption d'innocence, c'est pas interdit. À charge pour le magistrat non, le magistrat il est conscient de son travail, pas forcément. Le bureau du magistrat est ouvert pour tout le monde. Vous venez voir, vous avez une question à lui poser. C'est comme ça que ça se passe. Et heureusement. Mais c'est la seule différence. C'est pour ça que je vous dis. Heureusement, parce que là, il ne faut pas avoir une suspicion vis-à-vis des magistrats, parce qu'il va voir quelqu'un en tête à tête. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais il n'y a pas de suspicion, parce que d'ailleurs, c'est fait de manière ouverte. Ce que j'explique, ce sont là des pratiques, des méthodes qui sont... C'est pour ça que je ne porte aucun jugement de valeur sur l'une ou l'autre. Mais je sais que dans un certain nombre de pays, un magistrat ne voudra pas discuter d'une question de droit avec l'avocat d'une des parties sans qu'il y ait l'autre avocat qui soit présent, sans qu'il y ait une autre partie. Je ne dis pas que c'est ça la solution. Et vous l'avez évoqué, on est dans un univers, c'est par rapport à ces questions de garantie et d'influence, on est dans un univers où les magistrats peuvent voir surgir à n'importe quel moment dans leur bureau n'importe qui. Et alors, je ne dis pas que c'est, encore une fois, je dis pas que c'est mal. Vous sous-estimez un peu le professionnalisme et la conscience des magistrats. Le magistrat peut recevoir qui il veut, mais il juge en fonction de sa conscience et ses convictions vis-à-vis d'un dossier qui est posé devant lui, pas en fonction de X ou Y qui est dans le dossier. On est tout à fait d'accord, mais c'est pour ça que vous savez maintenant comment les choses ont évolué et les mondes dans lesquels nous vivons, où de cette logique d'impartialité, on est passé à l'apparence d'impartialité. Et qu'on ne veut pas, mais après c'est des questions d'évolution sociétale, c'est pour ça que ce n'est pas la même chose dans toutes les sociétés. Peut-être que notre approche ici au Maroc est la meilleure, j'en sais rien. Mais je pense, honnêtement, parce que je suis marocain, mais je pense, parce que si le juge veut comprendre un point de détail en ce qui concerne un dossier que vous défendez contre un dossier de Maître Rachidi, vous venez où je vous appelle, je demande 2-3 choses, bon peut-être que ça peut être filmé, j'en sais rien. Non, mais moi, ce que je dis simplement, encore une fois, puisqu'on parle de cette question des garanties d'indépendance, on dit qu'au niveau des textes, on les a, il n'y a pas de difficulté. Au niveau des interférences, un des sujets, et je compare avec ce qui se passe dans d'autres pays, où l'accès à un magistrat est toujours très compliqué si on ne le fait pas de manière conjointe avec l'autre partie, parce qu'on veut s'assurer de cette apparence d'impartialité. C'est pas parce que vous allez voir un magistrat qu'il va juger en votre faveur. Pas du tout, mais c'est pour ça que je ne fais pas ce lien. De plus, aujourd'hui, il y a une éthique qui est très respectueuse et scrupuleusement respectée par les magistrats. Vous savez que tous les mardis, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire tient une séance disciplinaire. Il faut que si vraiment une personne estime que... Chaque semaine, il y a des juges qui passent devant, donc ça veut dire pas forcément ça. Mais, voilà, ce serait inquiétant. Dans le rapport dont a parlé votre collègue, il y a le nombre de juges qui étaient sanctionnés, le nombre de juges qui étaient mis à la retraite, d'office, etc. Très bien. Les choses ont beaucoup changé. Alors, on avance si vous voulez bien. Ça ne veut pas dire que c'est le Pérou, mais les choses ont beaucoup changé. Le Pérou, c'est catastrophique. Le Pérou, c'est catastrophique au plus on ne peut pas savoir si Mohamed. Si, on le sait, parce que vous savez que c'est un pays ami, on ne peut pas savoir. Vous savez que c'est le pays où engage, ça. Bien sûr, tout ce que je dis ici m'engage, mais vous savez que c'est le pays où il y a le plus de chefs d'État condamnés, le Pérou, et on a une logique systématique. C'est bien la lutte anticorruption, ça marche bien. Chez nous, aujourd'hui, Fujimori est toujours en prison, je crois. Aujourd'hui, personne n'est au-dessus des lois. Sa fille aussi? Non, pas encore. Aujourd'hui, personne au Maroc n'est au-dessus des lois ou en dessous des lois. C'est le procès équitable est garanti par la Constitution. Si vous n'êtes pas satisfait de la décision de la justice, vous avez les différentes étapes. Vous avez la première instance, l'appel, la Cour de cassation, mais vous avez aussi le pouvoir judiciaire ici, là, avec l'inspection qui est très dynamique. Donc une et chaque fois que vous plaignez, et il y a vraiment l'inspection déclenche une équipe pour aller faire l'enquête et voir si les dires. Alors on avance, si vous voulez bien, maître au pluriel, parce que vous êtes tous les deux avocats, il y a deux problèmes qui restent marquants dans cette évolution de la justice, qui sont des problèmes qui sont apparents et que toute la société voit. Vous avez commencé à parler du deuxième, c'est la détention préventive, et le premier, c'est le mariage des mineurs. Alors, le ministre de la Justice a fait une déclaration dernièrement montrant que ça a énormément baissé, mais ça laisse quand même 9000 petites filles, fillettes, enfin jeunes filles de moins de 18 ans qui sont mariées. Il y a des garçons aussi mineurs qui demandent. Oui, mais c'est très rare. C'est très rare. C'est exceptionnel. Ça reste exceptionnel. Là, c'est un problème. Détention préventive et mariage des mineurs. Est-ce que ça ira? Je parle du mariage des mineurs tout d'abord, après la détention préventive. D'accord. Ensuite, même question pour vous aussi, Mohamed. Le mariage des mineurs, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est un problème sociétal. Il y a une situation socio-économique qui fait que les gens, soit qu'ils vivent dans la précarité, il y a l'absence d'enseignement pour les jeunes filles dans des campagnes, etc. Mais le rapport
du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire révèle qu'il y a une baisse de 2024, révèle qu'il y a une baisse notable du mariage. 25 000 à 9 000 à peu près. Les chiffres restent quand même assez élevés et il y a des disparités territoriales entre l'urbain et le rural. Mais je pense que certains tribunaux sont très exigeants. Par exemple, à Casablanca, aussi bien pour le mariage des mineurs que la polygamie, ils sont très exigeants, ils appliquent la loi et puis vraiment les chiffres sont minimes. Il y a d'autres. Je vous donne par an, ça fait quand même 30 par jour, 30. Je vous donne les chiffres. Je vous donne les chiffres du Conseil. D'ailleurs, le Code de la famille, l'article 20 et 21 précise et cadre bien cette question. Je vous donne, en 2024, les demandes d'autorisation de mariage ont baissé de 17,02% par rapport à 2023. Et les demandes concernant les filles ont diminué de 17,5%. Celles concernant les garçons ont au contraire augmenté de 33,68%. Les garçons mineurs. Parce que c'est exceptionnel, certainement. Donc, on recense à peu près 13 091 demandes, soit 78% du total, et entre 3 664 en milieu urbain et le reste en milieu rural. Ça, c'est un problème culturel, c'est un problème de société. Il faut que les jeunes filles soient éduquées. Et puis, il y a la précarité. Généralement, les filles se marient parce que leurs familles ont besoin d'un soutien familial. Non, mais ça, c'est mais le problème, le problème qu'il faut souligner ici, c'est que si on n'organise pas, on ne donne pas d'autorisation. Il y a des jeunes qui se marient sans autorisation, sans rien. Ils reviennent à l'ancien Fatiha. Et le problème se pose quand la fille tombe enceinte. C'est un problème, très délicat. Aujourd'hui, quand le Code de la famille présidé par le Moujahid, c'est Mohamed Boustar, avant on avait pris un délai pour régulariser les mariages par Fatiha, mais c'est un phénomène qui est très délicat et c'est un phénomène qui nécessite une conscientisation de la société. Alors, juste sa réaction avant de passer à la détention préventive, parce que ça aussi, ça pose problème. Alors, sur le mariage des mineurs, Maître Al-Khouer. Oui, enfin, moi je considère que c'est justement, puisque c'est un problème de société, ça ne devrait pas être laissé entre les mains des magistrats. Il devrait y avoir justement une décision sociale, collective, et pas traiter ces situations au cas par cas à travers des autorisations qui seraient données par des magistrats sur qui on fait peser un poids qu'on ne devrait pas leur laisser supporter eux seuls. Alors qui règle ça ? C'est à la société de la régler dans toutes ses composantes. C'est cette question du code de la famille. Moi, ma position sur ce sujet est très simple. Mon confrère l'a évoqué également, c'est que ces filles-là ne se marient pas, elles sont mariées. On décide pour elles. Et on les marie pour des... Donc, c'est ce qui a été évoqué, et qui est très vrai, pour des raisons économiques. Donc on leur dénie leur qualité d'être humain. On en fait un outil économique. Un outil... C'est peut-être un peu trop forcer le trait ou caricaturer la chose, parce que bon, la fille, si on parle de culture, Maître Al-Khouer, c'est que culturellement, les filles sont aussi éduquées, je ne juge pas, je ne justifie pas, mais quelque part, la fille va être consentante à ce que vont lui dire ses parents, oui, mais sans avoir obligation de la forcer. Mais c'est ce problème-là, c'est que c'est encore plus grave, en quelque sorte, puisque c'est la demande du père. Donc, qu'est-ce que vous pouvez opposer à une demande de votre père ? Et ça, c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut justement la protéger, ses enfants. On parlait de texte, on attend toujours ce code de l'enfant, qui est quand même un élément fondamental. Un certain nombre de pays africains l'ont mis en place, on n'y arrive toujours pas. Quand on parle de mariage de filles de 14 ans, 15 ans, on parle de petites filles. 14 ans, on ne donne pas d'autorisation. Il y a des cas. À partir de 17 ans, mais ça, c'était avant. Non, on a des cas, malheureusement. Enfin, les statistiques sont là. On a malheureusement... 14 ans. Bien sûr, on a des cas aussi. Heureusement, ce n'est pas la majorité. Mais la difficulté, c'est qu'à partir du moment où vous donnez cette autorisation, et l'autorisation, il n'y a pas de plancher qui est prévu. Là, on se réfère à la pratique, mais la réalité... Cher confrère, je peux vous rassurer qu'on ne donne pas d'autorisation pour marier une fille de 14 ans au Maroc aujourd'hui. On en a malheureusement quelques-uns. On en a donné, sauf les gens qui sont mariés sans autorisation, sans rien, on ne peut pas le savoir. Donc ils enfreignent la loi. Oui, mais là, ils sont hors du cadre. Mais la difficulté, et je termine là-dessus, c'est que globalement, on a posé en 2004 18 ans comme l'âge du mariage. Il n'y a aucune raison qu'on prévoie de mécanismes d'exonération de toute nature. Et notamment, puisqu'on voit ce que ça donne dans la réalité, c'est uniquement des petites filles, la plupart du temps des petites filles pauvres, avec un mécanisme où on sait que le passage de l'école primaire au collège
peut poser des difficultés pour des questions de déplacement. Donc, à partir de 11-12 ans, elles restent à la maison. Donc, si elles sont à la maison, il y a des amis, de la famille, des cousins. Et ensuite, on se dit, finalement, à la maison, elle ne fait rien. Elle a 12, 13, 14 ans, on va la marier. Et c'est cette problématique-là qui est essentielle et qu'il faut traiter. Et donc, à mon avis, il n'y a pas besoin de complicité législative là-dessus et d'autoriser ce type d'éléments. On traitera les conséquences. Au cas par cas, devant un juge, parce qu'il faut toujours aller devant un juge, mais traiter ça au cas par cas. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui marie sa fille jeune, 15, 16, 17 ans, les associations de la société civile peuvent aller ester en justice, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un arbitrage à un moment ou à un autre. De toute façon, pour moi, le sujet, il est très simple. L'âge du mariage, c'est soit on est un enfant, soit on est un adulte. Si on a, avec toutes les critiques qu'on peut faire sur l'âge, on a eu 21 ans à d'autres époques, on a 18 ans. Dès lors qu'on a 18 ans, on ne peut pas considérer que vous pouvez vous marier, mais vous ne pouvez pas conduire une voiture, vous ne pouvez pas acheter une maison. Donc la logique, elle doit être la même pour tous ces éléments. Alors, je reste tant qu'on est mineur... Mais la société marocaine... S'il vous plaît, je reste avec vous, je continue, je reste avec vous, Maître Oulkhoul, sur la détention préventive. Vous en parliez il y a un instant. Précisez votre pensée, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles de loi qui sortent ou beaucoup de propositions de projets de loi qui sortent avec beaucoup de peines de prison. Le dernier en date est celui sur les élections. Exactement, on a un réflexe pavlovien. À chaque fois, dès qu'on a une règle, si on l'enfreint, on va déclencher automatiquement une peine d'emprisonnement. On a vu notamment, de mémoire, puisque vous parlez de cette loi électorale, n'importe quel citoyen qui partagerait le jour du vote un tract quelconque en faisant un partage sur des réseaux sociaux est passible d'une peine d'emprisonnement. C'est quand même assez problématique. C'est pour ça que je disais qu'il y a cette nécessité de réformer en profondeur ce code pénal, puisqu'il a été établi à une époque où, effectivement, la logique, c'était toujours peine d'emprisonnement, les cumuler les unes aux autres. D'ailleurs, les peines d'amende, elles sont ridicules la plupart du temps. Quand on regarde la peine de prison ferme et à côté la peine d'amende, il n'y a aucune corrélation. Nous sommes dans des sociétés qui ont évolué. Donc, il me semble indispensable de modifier ce code, de modifier ce recours systématique à de l'emprisonnement, dans le droit des affaires également. Des règles comptables parfois tout à fait marginales ou obscures, on peut risquer une peine d'emprisonnement. Donc il y a cette réforme de fond à faire, et ça va contribuer justement à cette logique de faire baisser la pression sur les établissements pénitentiaires. On a des taux d'occupation de 130%, je crois, de mémoire, ou 140%. On a 80 000 maintenant en population carcérale. Oui, on a quasiment la même... avait gracié une vingtaine. 89 000. D'accord, parce Donc, que on a la même le roi avait population. gracié la fête du trône 20 000 personnes. Ouais, on a la même population carcérale que la France, 000. globalement. On a la même population que la France, qui est un pays quasiment 2 fois plus peuplé. Plus. On a plus. À peu près, 90, 100 000, Voilà, c'est on a ces plus pour une chiffres-là. population qui fait une fois et demie plus. C'est ça le sujet, c'est que la population est infiniment plus importante. Donc il y a cette question, effectivement, du réforme des textes, et puis il y a ces éléments de peine alternative, mais on voit que ce qui a porté le plus ses fruits, c'est que récemment, il y a eu une circulaire de la présidence du ministère public, il y en a eu d'autres auparavant, qui ont eu un impact très significatif, puisqu'on a vu le taux de détention préventive baisser à 30%, alors qu'il était à 45%, comme d'ailleurs ça a été repris en introduction, mais maintenant on est plutôt autour de 30%, en tout cas avant l'été. En juin 2025, on était à 30%, ce qui était une baisse significative quand pendant plusieurs années, on était autour des 50%. Ça, ce n'est pas l'effet de la loi sur les peines alternatives, puisqu'elle est entrée en vigueur que le 21 août 2025. Donc c'était lié vraiment à cette politique pénale, et là ça pose une question de fond. Là aussi, ce n'est pas la pratique ici, mais il me semble qu'on devrait s'inspirer d'exemples étrangers. Il y a, dans la plupart des juridictions maintenant, un débat sur la mise en détention préventive ou pas. Donc on passe devant un juge spécifique et on débat de la question et de la nécessité. Le fameux juge des libertés. Le fameux juge des libertés et de la détention dans certains pays. Mais ça peut être aussi devant le juge d'instruction que ce débat peut se faire, ou devant le procureur. Il y a beaucoup de changements avec le nouveau code de procédure pénale, chers confrères. Oui, la semaine prochaine, mais il n'y a toujours pas de juge de la liberté. Que le problème de la détention préventive, ça pose le problème de la population carcérale. La délégation de M. Tsemek fait beaucoup d'efforts, mais malheureusement, il y a des problèmes de détention préventive qui compliquent la gestion de nos institutions pénitentiaires et surtout aujourd'hui, un recours assez exagéré à la détention préventive par les magistrats. D'où les circulaires faites par la présidence du parquet qui ont vraiment essayé de ramener les choses à des proportions relativement acceptables. Je vous donne quelques chiffres pour bien rapidement, comprendre. Parce qu'il faut encore En 2015, on avait 74 000 personnes détenues. Dans 42% de détention préventive. Je vous donne le dernier chiffre en décembre 24. Il y avait 105 000 détenus,
32%. Il y a un effort qui est fait et 32% de détention préventive. C'est-à-dire il y a à peu près 30 000 personnes qui sont avant une personne devant innocentes. un juge d'instruction, toujours aujourd'hui, peut rester en prison pendant 1 année, 2 mois renouvelables, avec le nouveau code de procédure pénale qui va entrer en jeu la semaine prochaine. Le juge d'instruction n'a pas le droit de dépasser 6 mois. Donc il y a beaucoup de personnes qui étaient incarcérées qui vont être libérées. Aussi bien pour le correctionnel, on avait le droit jusqu'à 6 mois. Aujourd'hui, 1 mois renouvelable. Bien, il faut reconnaître une chose, c'est que aujourd'hui, l'avantage du nouveau code de procédure pénale, si le procureur ordonne la mise en dépôt d'un détenu, il peut aller faire appel devant la cour d'appel. Ça n'existait pas avant. L'avocat peut poser des questions aujourd'hui quand devant la présentation devant le procureur, l'avocat peut poser un certain nombre de questions et je pense que toutes ces mesures vont permettre de soulager nos prisons, parce que nos prisons les prisonniers vivent dans des conditions lamentables qui portent même préjudice à la réputation du Maroc à l'étranger. Alors on continue si vous voulez bien, c'est Mohamed Oulkhouir. Alors il y a des dossiers médiatisés, puis il y a des dossiers ultra médiatisés, mais au sein de l'opinion publique, on a toujours cette impression, cette perception d'impunité ou d'accès inégal à la justice. Si vous permettez, un petit mot sur les peines alternatives. On y arrive. On va y arriver. Bien sûr, on va y arriver. Comment qu'on va y arriver? Donc il y a une perception d'impunité. Il y a certaines affaires qui sont ultra-médiatisées. On ne va pas en parler parce que c'est à la justice de le faire et de s'en occuper. Mais il y a cette perception diffuse, de plus en plus insistante, sur le fait que tout le monde n'est pas égal devant la loi, parce qu'il y a ceux qui sont arrêtés, ceux qui sont inquiétés, ceux qui passent à travers les mailles du filet. Est-ce que vous reconnaissez dans cette perception, dans cette manière de voir, ou alors c'est peut-être une mal-information du public qui dit ça? Oui, j'ai l'impression. Pour le coup, ça, il me semble que ça ne relève pas en tout cas pas de mon expérience, et pas de la perception que j'ai du système judiciaire. J'ai l'impression que, globalement, on a plutôt un système judiciaire qui, avec toutes les vicissitudes et toutes les problématiques de moyens qui sont les siens, traite la plupart des dossiers, ou tous les dossiers, de manière relativement efficace. Parfois pour moi, et c'est aussi un élément toujours on va dire, d'incompréhension, en tout cas parfois de diagnostics différents avec certains confrères, c'est que pour moi ça va trop vite. Globalement, on a une justice au Maroc qui est, à mon sens, beaucoup trop rapide quand on la compare à ce qui se passe ailleurs. On regarde quand il y a des renvois de dossiers à 1 semaine, 2 semaines dans la plupart des juridictions. Quand on arrive à un procès criminel, qu'on peut traiter quelqu'un et le condamner à mort en 3 heures, en une demi-journée, quand la plupart mettent 1 semaine. Sur les délits correctionnels, s'il y a des preuves, surtout en matière de divorce, aujourd'hui au Maroc, c'est plus rapide que dans plusieurs pays du monde. On est plus rapide sur quasiment tout maintenant, en matière sociale, en matière commerciale, en matière de divorce, en matière pénale. Il faut dire que les magistrats font beaucoup d'efforts en dépit des moyens, peu de moyens dont ils disposent. C'est ça qui est... Mais pour moi, c'est ça mon sujet. La vitesse et la précipitation aussi. Il y a le bâclage aussi. Attention. Parce que le délai raisonnable, aujourd'hui, bien sûr, on essaie de cadrer un peu les procédures judiciaires parce que c'est anormal. Il y a des procès qui ont duré depuis 2000, le CIH et la CNSS, 2000 jusqu'à 2016-2017. C'est anormal. Aujourd'hui, ces situations n'existent pas. Devant la justice, les Marocains sont tous égaux. Sont tous égaux. La preuve, vous voyez, aujourd'hui, on juge un certain nombre de hauts fonctionnaires, de ministres et des parlementaires qui sont en prison et tout. Je ne veux pas parler des procès en cours parce que je suis avocat. On n'a pas le droit. Avec mon ami, je suis sans même être avocat. Les Marocains sont tous égaux devant la justice. Bien sûr, on peut pas. Il ne faut pas avoir des lunettes noires. Le Maroc a beaucoup changé dans plusieurs domaines. Depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, le Maroc a beaucoup changé. Non, on n'a pas de lunettes noires, on a des clapets parfois. Mais on ne nous dit pas qu'il y a 2 justices, il y a une justice à 2 vitesses, ça n'existe pas. Et il y a la procédure judiciaire qui est appliquée pour tout le monde, c'est tout. Très bien, alors je reste avec vous sur les peines alternatives. Là, simplement, pour les peines... Alors, je vais vous donner d'abord des chiffres. Ça a été introduit, la loi, on en a parlé, c'est un signe d'avancement en matière de liberté, tout ça, on est tout à fait d'accord, on parle du juge des libertés, là on a les peines alternatives, c'est une bonne chose, seulement ça a été introduit, mis en place en août dernier. Nous sommes
Le 21, nous sommes en décembre. Et en octobre, seuls 450 détenus, donc sur une quarantaine de milliers de détenus préventifs, en ont bénéficié. Donc il y a quelque chose qui... Je peux vous rectifier les statistiques. Parce que moi, j'ai rien inventé, je vois ce qui est officiel. Moi, j'ai les statistiques officielles du pouvoir judiciaire. La loi sur les peines alternatives est entrée en application le 21 août, comme cela a été dit par mon confrère Si Mohamed, entre le 22 août 25 et le 27 novembre 25. Il y a combien? Il y a 2 jours. 27 août, 27 novembre, il y a 3 mois. Non, une petite semaine. Enfin, Non. Le 27 novembre. Entre août et novembre, 27 novembre dernier. Il y a eu 766 jugements rendus avec des peines alternatives. 380 peines avec paiement d'amende journalière, 224 travaux d'utilité publique, 200 peines imposant le contrôle judiciaire au suivi médical aussi, parce que un suivi c'est prévu aussi, ou la thérapie, et 11 peines contrôle électronique. Seuls 49 jugements ont fait appel, ont fait l'objet d'un appel. Et sur les 766 jugements, il y a 5 personnes qui ont violé ces peines alternatives. Ces 5 personnes ont été remises en prison. 1 à Alfred Ben Saleh, 1 à la prison de Lyoun et 3 à l'Oudéa à Marrakech. Donc c'est un bon début pour moi, c'est un bon début. Et comme on l'a toujours dit, il faut donner les moyens à la direction, à la direction pénitentiaire pour qu'elle puisse se roder à placer les bracelets électroniques au prix et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est un bon démarrage. Vous, en tant que plaideur, tous les deux, vous avez senti une différence depuis le 21 août dernier au niveau des même si vous ne vous occupez pas de peine, de justice, de dossiers pénaux. Je ne fais pas ça, bon. D'accord, vous non plus, vous ne faites pas ça. Très bien. Vous n'avez pas invité les bonnes personnes sur cet aspect. Non, c'est pas. Mais vous avez votre avis sur la question. Est-ce que la question que je voudrais poser est sur la trentaine de milliers de détenus en préventive, est-ce que les peines privatives de liberté, les peines alternatives, est-ce qu'elles s'appliquent simplement aux nouveaux jugés et condamnés, ou alors aux anciens aussi, on essaie de revoir? Parce qu'il y a des gens qui sont en prison, qui ne doivent certainement pas être en prison. Mohamed El-Khoury, après Brahim Rachidi. Oui, non, mais ça c'est... Mais là, vous parlez de gens qui sont en détention préventive, donc ils ne sont pas encore condamnés. Et cette peine alternative leur sera appliquée s'ils sont condamnés, et quand ils seront présentés. Et c'est aussi cette difficulté, c'est que... Donc, moi, je n'avais pas bien compris cette articulation, puisqu'on a présenté les peines alternatives comme un moyen de réduire la détention préventive. C'est plutôt pour l'avenir que ça peut fonctionner, puisque et ça c'est par contre très efficace, quand on a... Parce que beaucoup s'inquiètent de cette logique, on va dire, d'assouplissement, en disant ça va être une prime à l'impunité, ce qui n'est pas du tout le cas. Et au contraire, on voit par exemple que quand... Ça, ce sont des études faites en France, puisqu'on n'a pas encore le recul, mais quand vous avez par exemple du travail d'intérêt général plutôt qu'une peine de prison ferme, le taux de récidive, il passe de 33% à peu près 12%. Donc on a beaucoup moins de récidives quand on est sur ces peines alternatives, donc ce qui est quand même l'élément essentiel. Ensuite, ces peines alternatives, c'est donc un substitut à la prison ferme. Donc c'est au moment de votre condamnation. On vous condamne à 3 mois, par exemple, de prison ferme. En lieu et place, on va prononcer le jour amende, de l'intérêt général, le bracelet électronique, des mesures d'injonction spécifiques, comme ça a été évoqué, de l'injonction thérapeutique. Donc ça donne un éventail d'outils plus important aux magistrats pour adapter la réponse pénale à la situation, puisque le grand principe quand même fondamental, c'est celui de l'individualisation de la peine. Et on doit tenir compte de la situation de chacun. Et donc là, on a un éventail de solutions mises entre les mains des différents magistrats pour apporter la meilleure solution possible pour la société, puisqu'il s'agit d'abord et avant tout de protéger la société, notamment contre la récidive, et pour les personnes concernées, puisqu'il s'agit aussi, par exemple, d'éviter leur désocialisation, le fait de perdre un emploi quand vous commettez un larcin qui aboutit à ce que vous soyez emprisonné et vous perdez votre emploi, le cycle peut par la suite être dramatique. Donc de ce point de vue-là, cette loi, à mon avis, va porter ses effets, va réduire la pression sur les établissements carcéraux, à plus ou moins brève échéance, donc ça c'est significatif. C'est la pression, par déjà. contre, la détention préventive en elle-même, elle est traitée de manière beaucoup plus efficace, on l'a vu à travers ces circulaires, notamment de la présidence du ministère public, où on rappelle quand même un élément fondamental, c'est qu'il y a la présomption d'innocence, donc la détention préventive doit être exceptionnelle, et elle doit servir principalement à protéger la société ou à protéger la personne poursuivie, ça ne doit pas aller au-delà. Donc c'est aussi une logique de sortie, ça a été évoqué, de situations qu'on connaissait auparavant pendant plusieurs décennies et sur la base de ce code pénal de 62. Aujourd'hui, l'approche est différente. On a une approche beaucoup plus libérale.
On a cette constitution de 2011 qui elle-même est aussi beaucoup plus libérale, mais encore faut-il en tirer toutes les conséquences. Et pour l'instant, il nous reste encore un certain nombre de conséquences à tirer, mais on est sur, à mon sens, un chemin assez intéressant. Il nous reste des conséquences à tirer, mais il nous reste aussi 10 minutes pour l'émission. On va essayer d'avancer encore un peu. Pour la détention préventive, je pense que l'article 161 du Code de procédure pénale, qui n'a pas changé, a ajouté simplement une disposition, 18 dispositions dont peut disposer le magistrat pour ne pas mettre en prison quelqu'un. Un contrôle judiciaire, une kafala. Une caution, et puis le contrôle électronique à la fin, c'est le numéro 19. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et là, le nouveau président du parquet, Si Belaoui fait du très bon travail parce qu'il a sorti une circulaire qui reprend qui clarifie tous les problèmes relativement sombres dans le nouveau code de procédure pénale qui entre en application la semaine prochaine. Et je pense que les magistrats vont être outillés pour vraiment ne pas recourir systématiquement à la détention préventive. D'ailleurs, dans le nouveau code de procédure pénale, c'est que le juge d'instruction n'est plus un passage obligé. Le procureur peut automatiquement envoyer le prévenu devant la cour. Alors, et ça, c'est très positif. Alors, cyberharcèlement, je reste avec vous, Maître Rachidi, je reviens à vous, Maître Oulkhouer. Cyberharcèlement, violence numérique, anarchie numérique, pour reprendre le terme de Abdeltif Wahbi. C'est vrai qu'il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Le problème, c'est qu'il y a un équilibre à tracer entre la liberté d'expression qui est nécessaire et la fondamentale protection des personnes qui est aussi nécessaire. Or, là maintenant, je vais mettre deux questions en une. Là maintenant, nous avons affaire à une justice qui est ce qu'elle est, et puis à une jeune génération qu'on appelle les générations Z, la génération Y, les aînés, les plus jeunes minhom. Comment vous pensez qu'on peut faire les choses pour un jeune, parler et dire des choses sur les réseaux n'est pas véritablement criminel, n'est pas vraiment répréhensible. Il tombe devant un juge pour lui. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à faire? Vous parlez des jeunes ou des mineurs? Je parle des jeunes. Khalid Abel les mineurs. Je parle des jeunes. La jeunesse, dont les mineurs, bien entendu. La jeunesse ne vous dispense pas d'être injusticiable comme tous les autres. En ce qui concerne la cybercriminalité, le code pénal actuel, dans l'article 447, 1, 2, etc., prévoit un certain nombre de sanctions. Moi, je pense là, il y a la nécessité d'une loi pour protéger les enfants contre les excès de l'informatique. Donc ça, c'est les enfants, Maître Rachidi. Moi, je parle d'un jeune qui a 22 ou 23 ans, qui dit quelque chose qu'il pense être et pouvoir dire. La loi s'applique à tout le monde, abstraction faite de son âge. Un jeune est soumis à la loi comme tous les autres. Aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je vais me permettre le luxe d'insulter mon ami, c'est Mohamed Oulkhouer, parce que je suis jeune. Au contraire, il y a une loi pour tout le monde. Il y a une génération Z, c'est des gens adultes qui ont plus de 20 ans. Ils sont soumis à la loi, sinon on rentre dans une anarchie. Oui, mais parfois il y a des abus ou des erreurs. Je peux me permettre de dire ça. Par exemple, un groupe de rap il y a 2 ans à peu près, qui avait pris 4 ans en première instance et qui est redescendu à 2 ans en appel. Parce que ce qu'ils ont dit, quand on entend cette vidéo, effectivement, pour des gens de notre âge, de notre génération, ça peut être un peu limite. Pour des gens qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, ce sont des choses qui se disent. Alors peut-être que les juges de première instance ont eu la main lourde, mais ça a été corrigé par les juges d'appel. La loi protège la société. Le parquet, son rôle est de protéger la société. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on va porter préjudice à la vie sociétale du pays. Là, je sens que vous n'allez pas être tout à fait d'accord. Non, pour moi, non, il n'y a pas véritablement de différence. Le sujet essentiel, c'est est-ce que c'est de l'injure, de l'insulte, de la diffamation. Ça, on ne peut pas l'autoriser, quel que soit le vecteur. Absolument. Il n'y a aucune raison. Et non, c'est clair, ça, on est d'accord. Oui, mais c'est de ça dont on parle. Vous dites les jeunes. Mais je pense que le rappeur en question dressait un panorama de la société avec son langage, qui n'est pas toujours un langage non orduré, pour dire les choses telles qu'elles sont. Non, mais la question essentielle, c'est parce il faut bien distinguer les éléments. Il y a ces questions de l'injure, de la diffamation, de l'insulte. C'est prévu depuis très longtemps, que vous le faisiez dans un libelle, un papyrus ou maintenant un tweet. C'est globalement le même cadre. Et ça, dès lors qu'il y a des attaques ou des insultes ou des injures ad hominem,
il doit y avoir une réponse, il y a une partie qui va se plaindre, et il y a la personne qui s'estime offusquée, offensée, injurée, diffamée, va agir. Et donc ça, c'est tout à fait normal. On peut déterminer ensuite quel type de peine, et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant on a toutes ces peines alternatives. La réponse, c'est pas nécessairement de l'enfermement. Ensuite, il y a un cas plus difficile, différent, c'est quand la société se sent injuriée. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Ben oui, c'est ça. Oui, mais c'est c'est pour ça qu'il faut bien distinguer ces situations. Et donc, quand il y a une attaque contre la société, quand on a une attaque contre une profession, quand on injurie, on insulte une profession, quand on a une attaque contre des corps constitués, là, c'est justement le rôle du parquet, ça a été évoqué, puisque c'est lui qui agit au nom de la société, et donc de déterminer, avec la mesure nécessaire, quel type de réponse il faut à ce type de situation, en ayant aussi à l'esprit un certain nombre d'éléments. C'est que ce qui est dit dans une chanson, dans une œuvre de fiction, n'a pas vocation à être traité comme si c'était affirmé sur un plateau. Surtout en public. Ouais, oui, mais c'est pour ça qu'il faut bien distinguer tous ces éléments. Et à mon avis, la pire des choses à faire, c'est de mélanger tout ça et de se dire finalement, dès lors que quelqu'un parle, quoi qu'il dise, ça doit être protégé ou ça doit être sanctionné. C'est jamais ni l'un ni l'autre. On a maintenant des outils de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiqués. La réponse judiciaire, elle aussi, elle va être de plus en plus complexe, elle va être de plus en plus sophistiquée. Donc c'est sous cet angle-là qu'il faut l'aborder. La question globale, pour moi, c'est cette question de ce qu'on considère comme une atteinte sociale. Parce que certains vont dire que non, ça ne l'est pas. Et que c'est la nécessaire critique. Ça permet de faire avancer les choses. Nous, de vous dire non, c'est inacceptable, c'est une atteinte à l'honneur de tel ou tel corps ou de telle ou telle institution. Mais la société, c'est aussi l'élément essentiel, et notre Constitution le rappelle, notre société, elle est plurielle, et elle est diverse. Et donc parfois, il y a une composante qui peut se considérer attaquée, l'autre ne pas le faire. Donc il y a toute cette logique. C'est pour ça que c'est une question très complexe. Et de ce point de vue-là, je rejoins mon confrère et ami sur l'approche, c'est qu'on a sans doute besoin, puisqu'on n'arrive pas à sortir en un seul bloc ce code pénal, comme on l'a fait pour les peines alternatives, comme on l'a fait pour d'autres textes, peut-être qu'il faudrait un texte spécifique aujourd'hui qui tienne compte de cette situation, qui mette en place aussi un certain nombre de mesures préventives. Puisqu'on a vu, là récemment, l'Australie annoncer qu'ils interdisaient YouTube aux plus jeunes, enfin les réseaux sociaux. Bon, la Chine, c'est encore pour d'autres. En France, c'est pour d'autres cas. Ce qui s'appelle le rappel à la loi. Et il y a cette question de appeler rappel à la un loi. jeune et lui dire attention, ce que tu dis, la prochaine fois, tu risques de payer le prix. Mais attention, parce qu'il ne saura pas. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui voit ça à la télévision, qui regarde son téléphone à la maison avec ses enfants-là, et il entend un certain nombre de choses qui ne sont pas conformes à notre perception sociétale. Vous avez une idée, Maître Rachid, de ce qu'il va entendre sur son téléphone en l'ouvrant? Il peut entendre. Non, il faut bloquer Internet qui vient de l'étranger. Lui, il le voit tout seul, mais quand il est en famille, quand c'est en public. Mais quand il est en famille, qu'il balance. La loi ne punit pas quand vous êtes. S'il lance quelque chose, quelque chose qui vient d'Inde, ou qui vient de Norvège, ou qui vient du Gabon, il ne va pas contrôler ce qui se dit. Pourtant, ça peut être contraire à la morale publique. Donc, ça, il faudra à ce moment-là interdire Internet au pays. Et puis voilà. Non, c'est pas Internet. Non, c'est pas possible. C'est pas Internet, c'est un outil de travail qui facilite la vie des gens. C'est pas parce qu'un outil. Il peut être mal utilisé. C'est exactement comme la bombe atomique. Le nucléaire. On ne sait pas ce qui s'est passé de toute façon. Il peut nous guérir. Il peut nous guérir, etc. Mais si la bombe atomique peut être mal utilisée par les politiques. C'est exactement ce que vous dites ici. Quand vous regardez vous tout seul, ça vous regarde. Mais quand vous êtes diffusé dans le public, c'est normal que le parquet puisse agir quand ça porte atteinte à une liberté individuelle ou à une liberté sociétale. Moi, je pense que c'est ça la difficulté des magistrats et des juges pour ne pas passer sur le plan législatif. Ça, c'est autre chose. Mais sur le plan purement judiciaire, quelqu'un qui a l'âge qu'il a, qui a certainement, elle ou il a des enfants, mais faire juger quelqu'un qui a 20 ans, qui a forcément un code linguistique ou un code moral qui est différent de quelqu'un qui a 50 ans, il va falloir créer un équilibre quelque part, parce que sinon on est parti sur des... On ne punit pas le code linguistique, le langage, on ne punit pas le langage. On punit quand il y a vraiment une violation d'une disposition légale. Quand ça viole la loi, c'est normal qu'on punisse. C'est pas parce que je suis jeune, je n'ai pas l'immunité de faire ce que je veux, d'insulter qui je veux. Là, on est d'accord. Seulement, il y a un référentiel qui est différent, c'est tout. Mais tout ça est pris en compte. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'individualisation de la peine. Quand vous allez, si un magistrat a une situation comme ça à traiter avec
un primo-délinquant, quelqu'un qui n'a jamais de casier, qui n'a aucun antécédent, qui a fait une communication de cette nature-là, on va naturellement on en tient compte. Penser, lui faire une remontrance, peut-être que c'est mieux que de le Non, juger. il y a des circonstances atténuantes. Mais on a tous les outils maintenant. C'est pour ça que je dis, avec ces éléments de peine alternative, vous pouvez prononcer la sanction idoine, si sanction il y a, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant ces présentations devant un tribunal pour être jugé, il y a un parquet, il y a des juges d'instruction qui décident de l'opportunité ou pas de poursuivre et qui d'ailleurs classent un nombre important de situations. Et ils sont indépendants, ils peuvent considérer qu'effectivement, parce qu'il y a aussi cette question de l'intérêt pour la société de mobiliser des moyens et des ressources pour mener une procédure judiciaire pour un tweet maladroit qui d'ailleurs n'a eu aucun écho, n'a été vu par personne. Donc il y a toute cette... On n'en parle pas puisqu'on ne voit forcément, on a une vision pathologique des choses, donc on voit que ce qui a mal tourné et ce qui se retrouve in fine devant les juridictions. Mais en amont, il y a énormément de situations dans lesquelles on a considéré qu'il n'était pas utile de poursuivre. Et ça, l'élément essentiel, à mon avis, il est là, et c'est sans doute ce que vous cherchiez à identifier, c'est cette question d'opportunité des poursuites. Et là, vous avez des services de poursuite qui peuvent, dans beaucoup de cas, même si en droit, ils peuvent penser que l'infraction est constituée, se dire il n'est pas opportun. Parce que quand on entend le ministre de la Justice parler à sa manière tonitruante avec les effets de manche, l'avocat Abdelatif Wahhabi, sur l'anarchie numérique, on peut s'inquiéter sur comment... Non, il y a la nécessité de légiférer dans ce domaine aujourd'hui. Parce que le code de la presse que nous avons n'est pas efficient pour ce genre de choses dont vous parlez. Il faut vraiment avoir une législation en ce qui concerne Il est en train d'être arrangé aussi. Messieurs, maîtres, au pluriel encore une fois, merci pour vos lumières, merci d'avoir apporté les précisions sur ce qui est en train de devenir une grosse réforme de l'appareil judiciaire. Merci maître Brahim Rachidi, merci maître Mohamed Al-Khouer, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.